revenons ici. Donc, on va estimer le temps. Donc, on a dit que c'est 2 à la puissance m moins 1. On suppose qu'un déplacement prend une seconde. Donc, euh, quel est le temps? Donc, ça, c'est le nombre de déplacements. Le temps, c'est combien? C'est 2 à la puissance 60, n'est-ce pas? Oui. M égale 64, moins 1, donc on va faire des approximations. Multiplié par une seconde. D'accord? Donc, on va avoir des secondes ici. Donc, et ça, c'est 2 à la puissance 4, c'est-à-dire 16, multiplié par 2 à la puissance 60. 2 à la puissance 60, c'est 2 à la puissance 10, multiplié par, donc à la puissance 6. Et ça, c'est à peu près 1000. C'est 1024, mais c'est à peu près 1000, donc une approximation. Donc, c'est 16, 10 à la puissance combien? Je t'écoute, Nisa. Combien ça donne? Euh, Donc, ça, c'est à peu près 1000. Donc, c'est 10 à la puissance 3. Donc, ici, ça va nous donner 10 à la puissance combien? 18 18. Quelle est l'unité? secondes. Seconde. OK, d'accord. Donc, donnez-moi un nombre plus significatif. Seconde, ça fait combien de minutes, combien d'heures, combien de jours, combien d'années, etc. Allez-y. Euh, avec l'heure ou bien avec la minute? Oui, mais ça dépend. Si vous me dites 10 à la puissance 15 heures, ça va pas être très significatif. Donnez-moi soit des années, soit des siècles, soit... C'est une question posée à tout le monde. Combien est-ce qu'il faut de temps pour déplacer donc 64 disques de l'aiguille numéro 1 à l'aiguille numéro 2? Si on suppose que chaque déplacement prend une seconde. Je vois ici 3, 10 à la puissance 10 années, 30 milliards, 500 milliards d'années, peut-être, 10 milliards. Ok, il faut faire le calcul. Ilias, il faut faire des calculs. Donc une approximation. Il y a des retardataires. Donc je vois c'est à peu près donc 6, 10 à la puissance 8 années. Ok. Euh, donc il faut faire les divisions nécessaires. Donc, je vois ici 10 à la puissance 11. À peu- Combien? Combien tu trouves, Neza? Donc la réponse qui se répète, c'est 500. Combien? 500 milliards d'années. 5000 ans. C'est 500 milliards d'années.
Est-ce que c'est bien ça? Ok. C'est à peu près 500 milliards, monsieur. 500 milliards. Ok, c'est bon. D'accord. Donc, ici, j'ai parlé la dernière fois d'une légende. Ça, c'est d'après les moines, donc les religieux, qui, donc ils disent que c'est à peu près 500 milliards d'années. C'est ça l'âge de la Terre. En fait, au bout de ce temps-là, la Terre peut-être va mourir. Euh, Donc, ici, c'est une légende, puisqu'on parle de moines, de religieux, peut-être chrétiens. Dans la culture musulmane, est-ce que vous connaissez une, une histoire qui fait ressortir ce nombre-là, le 64? Est-ce que quelqu'un a une idée? Donc ici, ça prend beaucoup de temps, donc c'est un algorithme exponentiel, ça prend beaucoup de temps. Et au fait, c'est une estimation de la Terre, donc de l'âge de la Terre, mais beaucoup plus, ça dit un temps très, 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 très grand. Et dans la culture musulmane, arabe, quelle est l'histoire qui ressemble à celle-là? Est-ce que quelqu'un a une idée? Exact, ici, c'est milliard, oui. Oui, je reprends la question. Quelle est l'histoire qui fait, qui implique un nombre très grand qu'on retrouve dans la culture arabo-musulmane? Ok, donc généralement les gens répondent à cette question. Les étudiants ont déjà parlé de ça, ont déjà entendu parler de ça. C'est au fait, c'est le cas de euh, Khalifa euh, qui à chaque soir organisait des réunions dans lesquelles il y a des prophètes, des prophètes, non, des poètes et et ces poètes vont dire des poésies sur Khalifa. Et peut-être c'est Harun al-Rashid ou je sais pas quoi. Et donc, lorsque le Khalifa est content, il récompense donc les poètes. Et quelquefois, il était tellement content qu'il a demandé au poète de demander ce qu'il voulait. Donc, il est prêt à lui donner tout ce qu'il voulait. Donc, le poète peut-être a déjà fait cet exercice, il a peut-être déjà suivi ce cours. Il lui a dit, moi ce que je veux, c'est des grains de blé. Mais devant lui, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait un échiquier. Donc d'accord, donc Canaan, Mohammed, donc il parle d'un échiquier. D'accord, donc devant lui, il y avait dit, c'est Mohammed Saad Canaan. Qu'est-ce qu'il lui a dit, le poète? Donc un échiquier, comme vous savez, combien y a-t-il de cases? Donc je vois des 64 qui s'affichent. Donc il y a effectivement 64 cases. Et le poète a dit à la personne, au khalifa, je veux des grains de blé. Donc tu vas me donner ici un grain de blé. Ici tu vas me donner le double, 2 grains de blé.
Ici, tu vas me donner le double de ce qu'il y a là, c'est-à-dire 4 grains de blé. Et ici, tu vas me donner le double, ainsi de suite, jusqu'à ce que donc tu arrives là, et c'est ça ce que je veux comme récompense. Et sur le champ, le khalifa lui a dit d'accord, soit tu as ce que tu as demandé, et a demandé à son wazir de d'exécuter donc le souhait du poète. Ok. Essayons de compter le nombre de grains. C'est combien? C'est un plus combien? Ça, c'est plus 2, n'est-ce pas? Oui, Plus 4, oui, plus 4, plus 8, jusqu'à combien? jusqu'à 2 à la puissance 64. 2 à la puissance 64, exactement. 64. Parce qu'à chaque fois, on multiplie par 2. D'accord? Donc ici, 2 à la puissance 1, 2 à la puissance 2, ainsi de suite. Donc de 0 jusqu'à 63, plus exactement. Parce qu'on commence ici. Ici, il y a 64 termes, mais celui-là, c'est 2 à la puissance 0. C'est clair? Et ça, c'est combien? Ça fait combien? Ça, c'est une suite géométrique. Oui, d'accord. Donc, c'est bon. Donc Marim Ali. Donc, on commence par 2 à la puissance 0 jusqu'à 2 à la puissance 64. Mais ça, c'est une suite géométrique. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans une suite géométrique? On va ici multiplier par 2. Et après, on va donc avoir ici 2 à la puissance 4, ainsi de suite. Et donc, si on connaît la formule, on va l'utiliser. Sinon, donc, ici, on va avoir 2 à la puissance 64. D'accord? On va seulement multiplier la première ligne par 2. Et après, on fait la différence. Donc, cette ligne moins cette ligne, donc ce terme-là s'élimine avec celui-là, celui-là avec celui-là, donc celui-là avec celui-là, et celui-là avec celui-là. Donc, qu'est-ce qui va nous rester? Donc, c'est ça moins ça donne 2 à la puissance 64 moins 1. Donc ici, au fait, ça c'est S, si vous voulez. Et ça, c'est 2 fois S. Donc la différence de la deuxième ligne avec la première ligne, donc ça nous donne ce terme-là. Et au fait, S, c'est exactement ça. OK? Et donc, lorsque ils ont voulu passer à l'exécution, à donner les grains demandés, ils n'étaient pas capables donc de- d'exaucer le vœu du poète. Ils n'étaient pas capables parce que ça demandait des tonnes et des tonnes et des milliards de tonnes et des milliards de tonnes. Parce que ça donne justement à peu près donc 10 à la puissance 18, 18 grains de blé. On a dit tout à l'heure 16, 16, 10 à la puissance 18. Et par conséquent, ça fait, on peut supposer grains de blé, ça c'est peut-être 1 kilo. Donc vous pouvez voir combien est-ce que vous avez des kilos. Donc vous avez des milliards et des milliards de kilos. Donc il n'était pas capable d'exaucer le vœu. Ok? Comme j'ai dit, donc le poète peut-être était aussi matheux et donc il connaissait ces problèmes de complexité, connaissait que c'est cette suite qui, qui est exponentielle, donc qui augmente, s'incrémente très rapidement. Donc
C'est bon? Des questions? Bien. Maintenant, est-ce qu'il y a des questions? Maintenant, on va essayer de démontrer l'optimalité de l'algorithme. Qu'est-ce qu'on veut dire par optimalité? Est-ce que vous m'entendez? Oui? Oui, monsieur, je vous entends. Ok, d'accord, parce qu'il y a, depuis tout à l'heure, il y a plus personne qui parle, donc ça ne me rassure pas. Donc la question est la suivante. Qu'est-ce qu'on veut dire par l'optimalité de l'algorithme? Donc complexité minimale, efficacité de l'algorithme. Donc c'est pas vraiment l'efficacité de l'algorithme, c'est l'optimalité. Donc c'est la complexité minimale, effectivement. Le minimum de déplacement, effectivement. Minimum de déplacement. Donc, autrement dit, est-ce qu'on peut faire moins de déplacements que ce que fait notre algorithme? Donc, je vous rappelle, donc j'essaie aussi de faire la démonstration. Donc, nous avons les trois aiguilles, nous avons ici M disque, ici M. Donc, pour déplacer les M disques, si vous vous rappelez, qu'est-ce qu'on fait? Quelle est la première étape? La première étape, c'est de prendre combien de disques? Oui, monsieur, vous pouvez répéter, s'il vous plaît. Ah, ok. Euh, donc, notre algorithme fonctionne d'une certaine manière. Lorsqu'on veut déplacer donc, les M disques de l'aiguille 1 à l'aiguille 2, comment est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on fait? On commence à déplacer les premiers. Les premiers quoi? M moins Et 1 moins disque. 1, Exact. de 1 vers 3. Exact. Exact. Donc, on les déplace ici. Donc, ça, c'est Oui, la première étape. Après, on déplace celui-là ici. oui. C'est la deuxième étape. Et enfin, on va déplacer les M-1 qu'on avait déplacés ici, là. Et De donc, 3. ça va nous permettre de terminer. Donc, c'est ça notre algorithme. Oui. Maintenant, est-ce qu'il est optimal? Donc, est-ce qu'il est optimal? Donc, ici, qu'est-ce qu'on va dire? Pour démontrer, on va dire, ici, on peut déplacer les M-1 soit à l'aiguille 3, à l'aiguille 2. Supposons qu'on va les déplacer à l'aiguille 2. Qu'est-ce qui va se passer? Où est-ce qu'on va devoir déplacer le plus grand disque? Si on déplace les plus grands disques. On doit le déplacer dans l'aiguille 3. D'accord? Et après, on va déplacer les autres. Donc, déjà, le plus grand disque ne serait pas à sa bonne place. C'est pour cela qu'il faut déplacer les M-disques dans la troisième aiguille. Pour que par la suite, on déplace celui-là ici. D'accord? Donc ici, on peut dire le premier cas. Donc, donc
M, donc j'essaie d'écrire la M-1 disque. Les M-1 disques peuvent être déplacés soit, si vous voulez, ils peuvent être déplacés à l'aiguille numéro 1. Pardon, ils sont déjà. Donc à l'aiguille numéro 2 ou l'aiguille numéro 3. Donc ça, c'est un 2. Donc si on les déplace à l'aiguille numéro 2, celui-là doit être déplacé à l'aiguille numéro 3. Et après, il faut les déplacer ceux-là avant qu'ils puissent être à sa bonne place. Donc c'est sûr que ceci va prendre plus de temps. D'accord? Donc ça va prendre plus de temps, plus de déplacement. Je ne peux pas faire mieux que ça, je m'en excuse. Et celui-là, c'est le minimum de déplacement. D'accord? Et donc, c'est ça le minimum. Donc, on va déplacer le disque ici. Donc, il va nous rester M-1 disque. Et de proche en proche, on va arriver à montrer que la meilleure façon, c'est-à-dire le nombre minimal de déplacements, est obtenu en faisant ce qu'on a fait dans l'algorithme. Okay. Donc de proche en proche, on va arriver donc à trouver le nombre minimal en suivant exactement notre algorithme. Par conséquent, on va déduire que l'algorithme est optimal. On ne peut pas faire moins de déplacements que 2 à la puissance m-1. OK? On peut faire une démonstration par récurrence. On va supposer la propriété suivante, c'est que le nombre minimum de déplacements, c'est 2 à la puissance m-1. On le vérifie pour n égale 1, et après on le suppose pour n, et on le démontre pour n plus 1 disque, m plus 1 disque. OK? Donc on peut faire une démonstration par récurrence, par induction. C'est clair? Donc ici, je n'ai pas fait de démonstration, mais ce que je peux vous dire ici, on peut faire ici une démonstration par récurrence. D'accord? Par récurrence. Donc on va faire notre hypothèse, l'hypothèse de récurrence, et on va démontrer qu'on ne peut pas faire moins que 2 à la puissance n. D'accord? Parce que, en tout cas, dans la récurrence, on va supposer donc, nous avons donc m plus un disque. Donc, on va, n'est-ce pas? Après, on va déplacer un disque. Et après, on va déplacer les m disques qu'on a. Donc, ici, je suppose que j'ai m plus un disque. Donc, je vais déplacer les m disques. Donc, je vais utiliser l'hypothèse de récurrence. Donc, ça va me donner 2 à la m-1. Ensuite, je vais déplacer le dernier disque. Ça va me donner un déplacement. Après, je vais déplacer les m disques. Donc,
Donc ici. Donc ici, j'ai les M disques. Donc pour déplacer ces M disques, donc ça va me prendre 2 à la puissance M-1. Pour déplacer celui-là ici, ça va me prendre un déplacement. Et pour déplacer cela ici, on va utiliser l'hypothèse de récurrence. Donc ça va me donner 2 à la puissance M moins 1. Et si je fais la somme de tout ça, ça me donne 2 fois M à la puissance M, c'est-à-dire M à la puissance combien? M plus 1. 2 à la puissance M plus 1 moins 1. Donc la propriété est vérifiée pour M plus 1. D'accord? Donc j'aurais pu faire la démonstration de façon beaucoup plus précise, mais donc je vous donne ici l'idée. Mais c'est ça l'idée de la démonstration par induction. Donc on suppose, on utilise donc notre hypothèse d'induction de récurrence pour appliquer 2 fois et on a un déplacement et en fin de compte on se rend compte que la propriété est vraie pour m plus 1 en supposant que la propriété est vraie pour m. C'est clair? Bien. Des questions? C'est quoi ça, 3? Je me rappelle plus. Des questions? C'est bon ça? Oui, monsieur, c'est bon. Ok, d'accord. Donc ici, on a vu ça. Et maintenant, donc, on va commencer ce chapitre-là, diviser pour régner. Donc, c'est la première méthode de conception qu'on va voir. Donc, c'est la méthode diviser pour régner. Comment est-ce qu'on dit en arabe? فرق تسود. Faraq tasoud. Exact. Donc, c'est à peu près ça. C'est ça l'idée. Donc, lorsque vous allez rencontrer un gros problème, vous allez le partager en de petits problèmes et vous allez résoudre les petits problèmes. Et lorsque vous avez résolu ces problèmes, donc vous allez essayer de trouver une solution au problème de départ. Maintenant, lorsque vous allez résoudre un petit problème, vous pouvez appliquer à un autre niveau cette même technique. D'accord? Donc, vous allez donc décomposer l'exemplaire en plusieurs sous-exemplaires, bien entendu plus petits. Vous allez résoudre le problème pour ces sous-exemplaires et pour résoudre le problème donc de départ, vous devez combiner les sous-solutions qui sont les solutions des problèmes pour les sous-exemplaires. Est-ce que c'est clair? Donc, Faraq Tasoud, donc ici c'est la décomposition. Et pour, donc ça c'est quelque chose qui est classique. Donc c'est utilisé en politique par exemple. On va essayer de partager l'opposition pour pouvoir la gérer, mieux la maîtriser. Donc dans ce chapitre, on va voir donc quelques exemples. On va voir la fouille dichotomique, la multiplication des nombres de très grande taille. On va voir la multiplication matricielle, là aussi lorsque l'ordre est important. Et on va voir l'exponentiation discrète qu'on va retrouver dans les problèmes de cryptographie. Est-ce qu'il y a des questions? Bien. L'algorithme général de type divisé pour régner, donc je vais l'appeler DPR pour diviser pour régner. Ici, on parle de schéma, puisqu'il peut regrouper plusieurs algorithmes. Donc, les algorithmes vont rentrer dans ce schéma. Donc, on va dire que si l'exemplaire est suffisamment petit, alors on va utiliser une méthode classique, donc ad hoc. Donc, si vous avez par exemple, si vous voulez trier un ensemble de données, et si l'ensemble est composé d'une douzaine d'éléments,
Donc, ce n'est pas la peine de le décomposer, etc. Vous utilisez un algorithme classique, par exemple le tri par insertion. D'accord? Donc, c'est ça ce que vous retournez comme solution. Donc, une solution ad hoc, c'est-à-dire une solution classique. Sinon, donc ça c'est le sinon, puisque sinon, donc retourner, donc si c'est pas vrai, donc on va exécuter l'instruction qui suit. On va décomposer X en K sous-exemplaires pour avoir des exemplaires plus petits. Après, on va avoir une boucle. Pour chaque itération, on va résoudre le problème pour ce sous-exemplaire XI. On va trouver la sous-solution YI. Après, on va combiner les YI pour obtenir la solution Y. Et c'est ça ce qu'on va retourner. Mais vous remarquez que ici, c'est une fonction comment? Nizar, tu m'as suivi. Ici, c'est une fonction. Comment est-ce qu'elle est cette fonction? Les récursives. Elle est récursive. C'est-à-dire que pour résoudre un sous-exemplaire XI, on va le décomposer à son tour en plusieurs sous-exemplaires. XI1, XI2, XI3, ainsi de suite. Et pour résoudre les problèmes, donc XI1, on va décomposer le XI1 en XI11, XI12, ainsi de suite. D'accord? Donc, c'est récursif. Donc, autrement dit, on ne va pas appliquer cette méthode à un seul niveau, on va l'appliquer à plusieurs niveaux. Bien. Donc, pour calculer la complexité de ces algorithmes, en principe, on aura besoin de ce théorème. Donc, c'est pour ça que j'ai voulu que vous le démontrez. Et donc, vous allez le démontrer d'ici vendredi. On va l'utiliser le vendredi. On va l'utiliser. Ici, aujourd'hui, peut-être qu'on va voir un ou deux exemples. On va essayer de le démontrer directement. Mais ce théorème généralise donc tous les algorithmes de type divisé pour n. Bien. Bien. Donc, on va voir la fouille dichotomique. Ici, qu'est-ce qu'on entend par dire? Qu'est-ce qu'on entend par fouille dichotomique? Donc, nous avons un problème de localisation de la valeur x dans un tableau. Dans un tableau trié. D'accord? Donc, on a par exemple un dictionnaire et on veut connaître la signification d'un mot. Donc, on va chercher dans le dictionnaire le mot et lorsqu'on trouve le mot, on va retrouver sa définition ou sa signification. D'accord? Donc, on peut faire une recherche séquentielle dans le dictionnaire. Donc, vous prenez votre dictionnaire, donc à la première page, vous cherchez est-ce que le premier mot est celui que vous cherchez. Donc non, vous passez au deuxième mot, troisième mot, etc. jusqu'à regarder toute la première page. Après, vous passez à la deuxième page. Vous regardez tous les mots. Après la troisième page, ainsi de suite. Donc, si vous avez un dictionnaire composé de 6 millions de mots, vous êtes obligé de vérifier au plus les 6 millions de mots, n'est-ce pas? Donc, ça, c'est ce qu'on appelle la recherche, comment? Séquentielle. On suppose que nous avons un tableau, donc de n éléments, et vous voulez chercher le x. Donc, vous avez à chaque fois, donc, vous testez. Est-ce que ce que vous cherchez est supérieur à x? S'il est supérieur à x, c'est-à-dire que ce que vous cherchez, c'est le précédent. C'est pour ça qu'on retourne ici i-1. Si vous ne le trouvez pas, vous retournez n, c'est-à-dire c'est le dernier élément. Donc ici, on suppose que le mot, donc le x, existe
dans le tableau. Et donc, ce qu'on retourne ici, c'est l'indice. C'est clair? Quel est l'ordre de cet algorithme? Donc, j'ai des bonnes réponses. C'est un algorithme linéaire, n'est-ce pas? C'est un algorithme linéaire, il est d'ordre n. D'accord? Parce qu'au plus, on va aller jusqu'au bout, on va feuilleter, donc on va balayer tous les noms du dictionnaire. Donc, si on a n noms, donc on va faire n comparaisons. Donc, ça, le temps va proportionnel à n. Donc, dans le pire des cas, il va être proportionnel à n et on va dire que l'algorithme est linéaire. Bien. Maintenant, on va voir une autre méthode. Donc, une méthode consiste à prendre votre dictionnaire et vous l'ouvrez au milieu et vous regardez le mot, ce que vous cherchez, est-ce qu'il est plus petit que le mot qui est là ou plus grand? S'il est plus petit, vous allez voir cette partie-là de votre dictionnaire. S'il est plus grand, vous allez regarder la partie qui est de l'autre côté. Et lorsque vous allez fixer la partie, vous allez à son tour la couper en deux et vous comparez votre mot avec un mot qui est dans la page qui est au milieu, ainsi de suite. C'est bon? Donc, pour cela, on va voir si nous avons x est égal à y. Donc, ici, nous avons toujours x qu'on cherche et le tableau, au fait, il est de taille variable. Donc, il commence par l'indice i, il se termine par l'indice j. Donc, si vous avez i est égal à j, donc vous avez un seul élément, donc c'est le bon indice. C'est le bon indice. Donc, sinon, vous allez calculer k, qui est la moitié de i et j. Donc, si x est inférieur à t de k, donc au mot qui est à cette position, donc on va retourner le dictionnaire, en fait la partie du dictionnaire qui est à droite, qui commence par i et qui se termine à k moins j. Sinon, on va retourner la partie de gauche, ou l'autre partie si vous voulez, donc qui commence à k jusqu'à j. Est-ce que c'est clair? Donc, pour cela, pour se convaincre que cet algorithme, donc ça c'est un appelle la recherche ou la fouille dichotomique, essayez de faire la trace avec ce tableau. Prenez une feuille et un stylo, essayez de faire la trace de cet algorithme avec le tableau T composé de ces valeurs. On suppose que x est égal à 5 et que le tableau est égal à ça. Que doit être le résultat? Que doit retourner la fonction? Il doit retourner la position de 5. Quelle est sa position dans le tableau? Ok, donc je vois des 2. Donc si vous pensez à des 2, donc je vois 3. Donc des 2, au fait, c'est des gens qui ont fait Python, qui programment en C, en Java. Ici, on suppose que les indices varient de 1 à n. D'accord? Donc si vous me dites 2, c'est que vous démarrez à 0. Ici, on démarre à 1. Donc ça doit avoir comme résultat, ça, combien? 3, monsieur. 3, exact. Ici, c'est le Oui. 1, 2, 3. 5 est à la position 3. Allez-y, faites la trace. Pour vous convaincre que l'algorithme est correct. Pour cela,
On va voir I. On va voir J. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? On doit avoir K. Au début, à quoi va être égal I et J? 1 et 8, d'accord. Donc X est égal à 5. Ok, donc ici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 exactement. Donc ici, I est égal à 1 au début et J est égal à 8. Ce sont les indices, donc premier et dernier indice de T. Est-ce que I... Est-ce que je vais représenter... Donc ça, c'est un algorithme récursif. Mais heureusement qu'il ne fait que... Ok, donc je ne vais pas le représenter comme ça. Donc je vais l'appeler D, dichotomique pour T, IJ. Je vais mettre seulement I et J, c'est-à-dire 1 et 8. Bien. Est-ce que I égale à J? Oui ou non? Nza? Non, Non. I n'est pas égal à J. Donc on va plutôt calculer K. Donc, différent. Donc on va calculer K. Donc on va dire K égale combien? Plus J plus 1 division entière par 2. Donc c'est combien ça donne? Je vois ici 4. 1 plus 8 plus 1, ça donne combien? K égale à combien? Donc je vois 4 et 5. Qu'est-ce que vous pensez? I plus J plus 1 divisé par 2, ça donne combien? Ok, ça donne bien 5. I est égal à 5. Donc, est-ce que X est inférieur à T de K? C'est-à-dire T de 5. T de 5, 1, 2, 3, 4, 5. Est-ce que X qui est égal à 5 est inférieur? Oui ou non? Donc, je vois des oui. X est égal à 5. Est-ce que T de K, est-ce que X est inférieur à T de K? T de K est égal à 10. N'est-ce? oui, monsieur. Oui, c'est Inférieur. inférieur. Donc X est bien inférieur à T de K. Donc on va plutôt donc appeler donc dichotomie donc de T de IK-1. C'est-à-dire on va appeler ici D de ici I, donc c'est toujours 1, virgule, K-1, c'est-à-dire 4. Puisque K égale à 5. Donc c'est un appel récursif, on va venir ici. Est-ce que I est égal à J? Non. Donc on va calculer K. K à quoi est égal? C'est égal I plus J, c'est-à-dire 5 plus 1, c'est-à-dire 6 divisé par 2, c'est-à-dire combien? C'est 3. 3. Donc 3, nous sommes là. Est-ce que X est inférieur à T de K?
C'est-à-dire T de 3. Oui ou non? Non, il n'est pas inférieur, il est égal. Il n'est pas inférieur, donc on va plutôt exécuter cette partie. Donc on va exécuter cette partie-là. Donc T de K et de J, c'est-à-dire D de K. K égale à 3. Et de J, J est égal à 4. Bien. Donc cet appel récursif, est-ce que I égale à J? Non. On va calculer K. À quoi est égal K? 3 plus 4 plus 1, ça donne 8. Divisé par 2, ça donne 4. Est-ce que X est inférieur à T de 4? Maintenant, T de 4, c'est ça. Est-ce que X est inférieur à T de 4? Oui ou non? Donc oui, c'est bon. Donc on va plutôt exécuter cette partie-là. Donc D de I, qui est égal dans ce cas-là 3, et K moins 1, c'est-à-dire 3. Bien. Donc on va faire cet appel. Donc ici, nous avons I égale à J. Donc on va retourner I. Donc qu'est-ce qu'on va retourner? On va retourner le I, c'est-à-dire 3. D'accord? Donc on a bien retrouvé l'indice de ce qu'on cherchait. Ok? Donc schématiquement, qu'est-ce qu'on peut dire? Donc on avait un tableau donc, de 8 éléments. Donc on a cherché donc ici les éléments, c'est les indices 1, 2, 3, ainsi de suite, jusqu'à 8. Mais je pense que ça vaut la peine de mettre ça. Bien. Changer de couleur. Donc, au début, donc, on a calculé le K. Le K est égal à 5. Donc, on s'est positionné là. Et on s'est rendu compte que c'est inférieur. Donc, on a considéré cette partie-là. D'accord? Donc, on a partagé en deux. Et lorsqu'on a trouvé que c'est inférieur, donc on a considéré plutôt cette partie de 1 à 4. Donc, cette partie. Après, on a partagé en deux cette partie et on a vérifié x avec k, avec donc k égale à 3, avec t de 3, k égale à 3, t de 4, et on a trouvé c'est plutôt supérieur, donc on a considéré la partie qui est là. Et lorsqu'on a voulu traiter ça, on a trouvé k est égal à 4, donc on est là, la partie qui est là. Et c'est ça ce qui nous a donné l'indice. Je ne sais pas si vous avez suivi. Donc, c'est comme je vous ai dit, lorsque vous avez un dictionnaire, vous allez l'ouvrir au milieu, vous allez voir le mot, est-ce qu'il est inférieur ou supérieur au mot qui est dans le premier mot de la page. Si c'est inférieur, vous allez regarder ce qui se passe à gauche au début. Sinon, vous allez regarder la partie qui est l'autre partie. Et vous allez reprendre ce processus de manière récurrente jusqu'à ce que vous retrouvez le mot que vous cherchez. C'est clair?
Quel est l'ordre de cet algorithme? Tout à l'heure, on a dit que le premier était linéaire. Celui-là est comment? Ok, donc j'ai de bonnes réponses. Comment? Euh, Bougarn, Ahmed Bougarn, tu m'entends? Oui, monsieur, Quel est l'ordre de cet algorithme? c'est log de n. Log de n. Mm. Est-ce qu'on est obligé de spécifier la base du log? Est-ce qu'on est Non, obligé de mettre par exemple 2 ici? non, Pourquoi? c'est le même ordre. Log de C'est n, oui, effectivement, parce qu'on peut passer d'une base à l'autre à une oui, constante oui. près. Donc ici, c'est pas nécessaire. Bien. Maintenant, comment tu as trouvé que c'est log de n? Euh, parce que chaque fois on divise Ok, le- l'algorithme ok. Donc recherche par deux. je dirais que l'intuition est bonne et le résultat est bon également, parce que de toute façon, c'est ce que je vous demande de démontrer. D'accord? Donc, mais comment est-ce que, si maintenant je te demande de le démontrer, comment tu vas faire? Tu vas dire que T, On va, N, on va oui, compter le nombre de recherches. C'est c'est exact. de l'ordre de 10, 2 à la Ah, puissance 4. le temps c'était de N. Donc ça, c'est notre temps d'exécution. D'accord? Donc, si on a un seul élément, en fait, c'est là où on a I est égal à J, n'est-ce pas? Ça va être quoi? Si on a un seul élément, donc on serait dans ce cas-là. Donc c'est la condition T, donc ça va être quoi? T de 1 à quoi est égal? Une constante. Donc sinon, on va partager, on va décomposer N en deux parties. Et on va faire soit le premier cas, soit le deuxième cas, n'est-ce pas? Oui, On va faire un test. On va faire donc si vous voulez, donc on va décomposer. Donc ça va nous prendre un certain temps. Et après, on va soit appeler la fonction avec avec un tableau d'une taille de moitié, ou bien l'autre moitié. En fait, dans tous les cas, ça va être un temps de quoi? Je t'écoute. c'est n N, sur 2. exact, n sur 2. Pour simplifier, on peut supposer que n c'est une puissance de 2. D'accord? Après, sinon, on peut toujours majorer, etc. Donc, supposons que ce n c'est une puissance de 2. Ok. Donc, ça, c'est un système, comment on l'a appelé? Un système de De récurrence. récurrence. Allez-y. Euh, Essayez de résoudre ce système. Oui? on va utiliser l'équation caractéristique. L'équation Par caractéristique. exemple, c'est pas évident ici, mais allez-y, allez-y. Je vous donne 5 minutes. Prenez une feuille et essayez donc de résoudre ce système de récurrence. D'accord. Donc, en utilisant l'une des méthodes que j'ai déjà rappelées.
Notre objectif, c'est de démontrer que ce T appartient à l'ordre de log de n. Je vous donne 3 minutes. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a trouvé? Qui a réussi à trouver le résultat? Pas encore, monsieur. Comment est-ce qu'on peut faire? Est-ce que quelqu'un a une idée? Transformation de variables, oui. Moi, thèse. Quelle est la transformation de variable que tu vas faire? Oui, monsieur. Monsieur, on va prendre n égale à 2 à la puissance k. Et, Exact. et elle va être t de k égale t de 2 à la puissance k. Donc, T de k égale à Tn. C'est ça la transformation de variable que tu vas faire. D'accord? Et donc, notre système devient comment? Devient quoi? Donc, T de k. T de k égale t de k moins 1 plus 2 à la puissance k. Non, attends, est égal B plus T, donc de k. Oui, k moins 1. Oui? Je t'entends pas, Mortez. Oui, monsieur, c'est Ok. bien ça. C'est bien ça, d'accord. Et donc cette condition, donc ça, au fait, ça correspond à cette ligne, et cette ligne-là correspond à T2 de 0, n'est-ce pas? Donc 1C2 à la puissance 0 est égal à B. Pardon. Est égal à combien? Ah, Ah, d'accord. Donc on va dire que T de K, donc
maintenant, on peut utiliser l'équation caractéristique, on peut utiliser plusieurs méthodes, mais une méthode peut-être plus directe, c'est 2 de K. Oui? Alaykoum salam. Donc, T de K égale B plus T de K moins 1, n'est-ce pas? Donc, ça, c'est... Mais T de K moins 1, c'est B plus... Qu'est-ce que je vais mettre? Donc, K moins 1, ok. Donc, je vais l'écrire quand même. En fait, je peux écrire ici T de K. En tout cas, par remplacement successif, on va pouvoir se débarrasser de ça jusqu'au moment où on va trouver... Qu'est-ce que c'est que ça? Je sais pas qu'est-ce qu'il a fait. J'ai perdu le... Ok, donc j'ai retrouvé ma page. Donc, on va remplacer T de K par sa valeur. Ça va être quoi? Donc, ça va être B plus T de K moins 2, n'est-ce pas? Ma thèse, tu me suis? Oui, monsieur. Ok. Et à son tour, ici, T de K moins 2, n'est-ce pas? C'est moins de oui. Moins 2. Et ici aussi, on va remplacer ça par sa valeur, etc. Donc, on va ajouter au fait, donc ça va être combien de B? T de K à quoi est égal? Un certain nombre de fois B, parce qu'à chaque fois qu'on remplace T par sa valeur, on va introduire un B. On va aller jusqu'à 0. D'accord? Donc ici, par exemple, on voit que c'est 2 fois, donc en fait, c'est la somme de ça, ça avec ça. Donc ça va nous donner combien de B? Monsieur, K fois. K fois. Plus le A qui reste ici, n'est-ce pas? Est-ce que c'est... Donc, on va avoir un certain nombre de B, c'est K fois, effectivement, plus non, on va voir donc K fois B. J'ai voulu aller plus vite et c'est parce que j'ai pas beaucoup de place. Ok. Donc, en fin de compte, on va voir le dernier terme, c'est B plus T de 0. N'est-ce pas? Oui. Donc, on va voir ici, donc tous ces B-là, ça va nous donner KB. Et le T de 0, c'est A. Donc, on va voir ici plus A. Donc, on peut déduire que T de K, il est égal à BK plus A. Et par conséquent, P est égal, K à quoi est égal? À quoi est égal K en fonction de N? Monsieur, c'est log de Log de 2, exact. Donc, c'est log de 2 de N. Donc, on va dire que T de N est égal à B que multiplie log de N plus A. D'accord? Donc, on va dire que T de N
appartient à l'ordre de quoi? À l'ordre de log de n. C'est clair? Donc, je ne sais pas, moi, Tess, si tu as compris ce que je voulais dire tout à l'heure. Lorsque je t'ai posé la question, donc tu as donné la bonne réponse, mais tu n'as pas su la démontrer. Tu as su dire un peu quelle est l'idée derrière, mais c'est ça la démonstration. Si tu veux démontrer, tu dois vraiment définir le temps d'exécution et de mon appartient à cet ordre. C'est clair? Oui, monsieur. Oui. Ok. Des questions? Bien. Donc ici, cette technique divisée pour régner nous a permis quand même de passer du linéaire au logarithmique. Donc, et surtout lorsqu'on on traite des nombres très grands, lorsqu'on a un dictionnaire avec 6 millions de mots, là, ça devient intéressant de passer du linéaire au logarithmique. D'accord? Donc, au lieu que ça va être 6 millions d'étapes, eh ben, ça va être log de 6 millions. Donc, ça peut être peut-être 10 ou 12 euh, étapes. Et on va retrouver le mot. D'accord? Est-ce qu'il y a des questions? Bien. Donc, s'il n'y a pas de questions, on va passer à un deuxième exemple. Déjà. Donc, on va considérer maintenant l'exemple donc de l'arithmétique des grands nombres. L'arithmétique des grands nombres. Vous allez me dire quel est l'intérêt? Eh bien, en pratique, quelquefois, on a besoin de manipuler des nombres très grands. Et par conséquent, on va devoir développer des algorithmes pour manipuler des nombres très grands. D'accord? Par exemple, euh, lorsqu'on veut calculer des orbites de satellites ou bien de la navette ou le robot qui était envoyé à Mars, donc la planète Mars, euh, donc on a besoin donc de faire des calculs avec de très bonnes précisions. Et pour cela, on doit manipuler des nombres avec beaucoup de chiffres. Donc, on va être des nombres très grands. Donc, c'est ça ce qu'on veut dire par l'arithmétique des grands nombres. Donc, à part ça, donc, il y a un concours international. Au fait, c'est des records. Et il y a des gens, par exemple, qui s'amusent à calculer pi avec un certain nombre de chiffres significatifs, un certain nombre de chiffres après la virgule. Donc, en 86, pi a été donné avec 30 millions de chiffres. Vous allez me dire que peut-être il n'y a pas beaucoup d'intérêt pratique pour manipuler ces nombres avec autant de chiffres. Et ici, c'était vraiment une question de record du monde, pas vraiment pour l'exploiter. Mais lorsqu'on l'exploite, on a besoin de plusieurs milliers de chiffres significatifs. Donc, ceci a nécessité un certain temps. Bien entendu, aujourd'hui, on peut aller beaucoup plus. Je pense que j'avais vu. euh, Aujourd'hui, donc on peut aller beaucoup plus. Ok. Bien. Donc, vous pouvez regarder ici, si ça vous intéresse, vous pouvez regarder dans Google quel est aujourd'hui le nombre de chiffres que, que les gens ont trouvé pour la valeur pi. Chiffre après la virgule, bien entendu, parce qu'on sait que tous, pi c'est 3,14, etc. C'est les chiffres qui sont qu'on essaye de déterminer. Bien. Donc le problème qu'on va voir
et après on va appliquer la technique divisée pour régner, c'est le calcul de deux nombres, tout simplement. On suppose que ces deux nombres sont composés de n chiffres. Donc si je vous donne deux nombres composés tous deux de n chiffres, et je vous demande d'effectuer la multiplication, quel est l'ordre de cette multiplication en fonction du nombre de chiffres? Donc ici, je suppose U est égal à 1376, V est égal à 7403, et je vous demande de faire ce produit. Pour simplifier, quel est le nombre de multiplications entre deux nombres, entre deux chiffres en base 10 qu'on va faire ici? Ok, donc j'ai Canan qui me dit qu'aujourd'hui, on est capable de déterminer pi avec 31 000 milliards de chiffres après la virgule. Ok. Donc ici des millions, donc ici j'ai 1 million de fois plus. C'est possible. Bien, donc je reprends ma question. Ici, je suppose que j'ai deux nombres composés chacun de 4 chiffres. Et donc, je m'intéresse à leur produit et je voudrais savoir combien est-ce que j'aurais besoin de multiplier, donc de multiplication. Ok, donc j'ai de bonnes réponses. Donc ici, j'ai besoin donc de multiplier 3 par 6, par 7, par 3, par 1. Ensuite, 0 par 6, par 7, par 3, par 1, ainsi de suite. Donc j'ai besoin effectivement de 16 multiplications. Donc maintenant, si mes nombres sont composés de n chiffres, j'ai besoin de combien de multiplications? Chaque chiffre va être multiplié par tous les autres chiffres de l'autre facteur. Et par conséquent, donc j'ai déjà n au carré ou 2 à la puissance n? Ici, je vois deux réponses. C'est plutôt n au carré, n'est-ce pas? Donc c'est n au carré, n'est-ce pas? Parce qu'on prend chaque chiffre, on le multiplie par tous les autres. Ensuite le deuxième, ainsi de suite, donc ça donne exactement. Donc maintenant, on va utiliser un algorithme divisé pour régner. On va s'intéresser donc à l'ordre de cet algorithme. Bien, donc on démarre la méthode. Donc on va décomposer U en deux parties, la partie W et la partie X. Et V, on va la décomposer donc en partie Y et partie Z. Donc on suppose que ça, c'est N, et ici on suppose que N sur 2. Maintenant, pour simplifier le raisonnement, on va supposer que N c'est une puissance de 2. D'accord? Donc si on décompose de cette manière, donc on peut dire que U, c'est, on va dire que, ok, donc ici on remarque peut-être important. Donc si ce n'est pas le cas, si ce n'est pas une puissance de 2, eh bien on va considérer le prochain N qui est une puissance de 2. C'est-à-dire que si vous avez N égale 64, donc vous allez la partager en 2. Mais si vous avez N égale à 75, eh bien vous considérez N, d'accord? Et c'est le 128 qui est une puissance de 2 que vous allez décomposer. D'accord? Donc vous supposez que le reste c'est rempli par des zéros, quelque chose comme ça. Donc, mais dans un premier temps, on peut supposer que c'est N puissance de 2. Bien. Donc, c'est ça. Donc, on va supposer que S, c'est N sur 2. Donc, U à quoi est égal? Donc, tout à l'heure, le U qui est égal
à 1738, je me rappelle pas combien ce que j'avais. Donc, c'est égal, si on décompose en deux parties, c'est 17 multiplié par combien? Combien? Donc, plus 38, n'est-ce pas? Je n'ai pas encore de réponse. C'est ça, donc c'est 17 multiplié par 100, donc c'est les centaines, plus 38. C'est 38. Ça, c'était un 8. D'accord. Donc, en général, U va être égal 10 à la puissance S, S étant 1 sur 2, W plus X. Et de la même manière, le V est égal à 10 à la puissance S, Y plus Z. Est-ce que c'est clair jusque-là? Oui ou non? Oui, d'accord. Donc, ensuite, que va être égal U fois V? Parce que c'est ça ce qu'on veut calculer. On va l'exprimer en fonction donc des valeurs plus petites, de longueur plus petite. Donc, c'est cette valeur multipliée donc cette expression multipliée par cette expression. Donc, c'est W, Y, n'est-ce pas? Multiplié par combien? 10 à la puissance, combien? Combien? Nous avons combien? C'est 10 à la Exact, puissance S. exact. Donc, c'est 4, mais dans ce cas-là, c'est 2 à la puissance S, n'est-ce pas? Ça multiplié par ça, 2 à la puissance S, plus, donc, des choses que multiplie à la puissance S, plus le terme constant, c'est xz, wz, plus x, y, n'est-ce pas? Ok, ce que je viens d'écrire, au fait, il n'y a rien d'autre que ce qu'il. Bien. Donc, ici, lorsqu'on exprime donc, ce produit en fonction donc, de W, X, Y, Z, au fait, et donc on l'exprime de cette manière-là, ça veut dire qu'on va pouvoir le faire en faisant des produits avec des nombres de taille plus petite. OK? Donc, on peut déduire à partir de cette expression un autre algorithme de multiplication de UV, U par V, en faisant intervenir des multiplications de nombres de taille n sur 2. OK? Donc, on va commencer par décomposer U et V pour retrouver W, X, Y. Une fois qu'on a retrouvé ça, on va pouvoir calculer ce premier produit, deuxième produit, troisième produit, quatrième produit, et c'est ça ce qu'on va retourner, c'est cette somme. Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur, c'est Donc cet algorithme n'est rien d'autre que l'expression que j'ai montrée tout à l'heure. Donc, on va retrouver S. Donc, voyez-vous ici, N c'est le max. On peut supposer que U et V est égal à supposer que c'est N. Donc, c'est le max. Donc, si N est petit, on peut multiplier U par V. Classique. Donc, c'est ça ce que j'ai appelé tout à l'heure un algorithme ad hoc. Sinon, S qui est N sur 2, on va récupérer W et X. Ici, en divisant par 10 à la puissance S. Donc, tout à l'heure, on avait 708.
Donc, pour récupérer cette première valeur, on va diviser par 100. D'accord? On va diviser donc W, on le récupère en divisant par 100. X, c'est le modulo 100. Donc, c'est cette deuxième partie. Donc, on va pouvoir récupérer les deux parties de U. Et de la même manière, on va récupérer les deux parties de Z. Et ce qu'on va retourner, c'est une multiplication de WY multiplié par 2 à la puissance S, 10 à la puissance de S. Et ici, la multiplication, donc WZ plus YZ, donc c'est le deuxième terme, multiplié par 10 à la puissance S. Et finalement, le dernier terme, c'est XZ, donc c'est ça. Mais voyez-vous, encore une fois, on fait, donc ceci, ces multiplications, on les fait de façon récursive. On appelle la fonction, donc qui est de type divisé pour régner. Est-ce que c'est clair? Zakaria ou Aouda? Tu m'entends, Zakaria? Oui, monsieur. Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur. Quel est l'ordre de cet algorithme? Log de 1. L'ordre de 1. Qu'est-ce que ça veut dire l'ordre de 1? Log de n. De n. Oui. Comment tu l'as trouvé? Logarithme, logarithme. Ah, logarithme. Ok, c'est un autre. Donc, c'est une troisième réponse. Ok, comment tu as trouvé que c'est logarithme de n? Il y a division par 2. Effectivement, il y a une division par 2. D'accord? Mais il faut faire le calcul. Parce qu'au fait, ce que je vous demande ici, c'est de montrer qu'il est quadratique. Donc, ni n, ni log de n. Donc, allez-y. Vous avez 5 minutes pour démontrer que cet algorithme est quadratique. D'accord. C'est- Euh, Nezha, ce que tu es en train de démontrer, parce que je te vois, il faut prendre une feuille et un stylo, essayer de déterminer le temps et montrer que le temps appartient à Oui, l'ordre de n. monsieur, je suis en train de faire maintenant. Ah, tu as terminé? Non, je suis Ok, en train de. ok, donc vas-y, continue.
Donc ici, on suppose, donc ici, on dit que si n est petit, donc si par exemple n est composé de 5 chiffres ou de, par exemple, 8 chiffres, donc on peut utiliser la multiplication classique. D'accord? Mais si n est composé de 1 milliard de chiffres, à ce moment-là, on va utiliser le divisé pour régner. D'accord? Donc c'est pour ça que nous avons cette première équation. Donc ici le n0, donc juste pour préciser un petit peu qu'est-ce que ça veut dire petit. Donc si c'est petit, si c'est n0, on a atteint une certaine taille, donc on va s'arrêter, on ne va plus décomposer. On aurait pu décomposer jusqu'à ce que n égale 1, comme tout à l'heure ce qu'on a fait pour la recherche dichotomique ou la fouille dichotomique. D'accord? Ici, on suppose que n égale n0. Bien. À quoi est égal t de n? Donc, je reviens à Zacharia. On va d'abord écrire l'équation. Donc ici, combien est-ce qu'on fait de multiplication? Zacharia, tu m'entends? Bon, Zacharia, tu m'entends? Oui, monsieur. Oui, à quoi est égal t de n? Donc ici, c'est bien une multiplication, mais une multiplication qui implique deux facteurs. Quelle est leur taille, ces deux facteurs? Quelle est la taille de W? Si U est de taille n, quelle est la taille de W? 1 sur 2. N sur 2. N'est-ce pas? C'est parce qu'on a partagé U en deux parties. Donc, s'il est composé de n chiffres, W et X vont être tous les deux, vont avoir une longueur de n sur 2. Donc, c'est des t n sur 2. C'est ce que tu as dit tout à l'heure, parce qu'on fait des calculs avec des facteurs de taille plus petite, qui est égal à n sur 2. Mais, combien est-ce qu'on fait de multiplication? 10 puissance n. Ah, pardon. Peut-être j'ai mal posé la question. Combien est-ce qu'on fait appel à cette fonction mult a? 4 fois. 4 fois. Donc il faut ajouter donc ceci plus le temps nécessaire pour ça, plus le temps, plus le temps. Donc 4 fois. Donc ici nous avons un 4. Bien. Maintenant, avant donc, il faut d'abord décomposer U et V pour récupérer les 4 composants. Et au fait, plus ces nombres sont grands, plus ça va prendre de temps. Donc on va supposer que pour la composition, on va supposer que, bien entendu, la somme, parce que c'est pas encore terminé, lorsqu'on a décomposé, lorsqu'on a calculé donc, toutes les multiplications, donc les 4 multiplications, il faut après les ajouter, et après il faut retourner cette valeur. Donc on suppose que tout ceci est ici. D'accord? Donc maintenant, il faut résoudre ce système d'équation de récurrence.
Après le théorème, d'accord. Mais on ne peut pas utiliser le théorème aujourd'hui parce qu'on ne l'a pas encore démontré. En tout cas, on ne l'a pas encore vu. Mais si tu l'as démontré, c'est bon. Tu peux l'utiliser pour ça. Donc c'est Allah, dire Allah, Allah. Comme vous pouvez, il faut le démontrer. Comment est-ce qu'on peut le démontrer en faisant quelle opération? Donc là aussi, on va supposer que notre n, c'est une puissance de 2. C'est ce que j'ai supposé. Donc on va s'arrêter jusque là. Je vais prendre n0 égale à 1, comme ça. Je vais prendre ici n0 pour moi suffisamment petit. C'est exactement que le nombre est composé d'un seul chiffre. Juste pour simplifier un petit peu ce qu'on voulait dire. 1 au supérieur à 1, ça va donner la même chose. Personne n'a trouvé le résultat? Donc cette question ressemble à celle de tout à l'heure, n'est-ce pas? Comment est-ce qu'on peut faire? Nizha? Qu'est-ce qu'on a utilisé tout à l'heure pour simplifier la résolution? On a fait la transformation de variables. Exact. Donc là aussi, on peut faire la transformation de variables. Donc, pour passer de n à k, donc au lieu de raisonner sur le n, on va raisonner sur le k. Et ça va être plus simple parce qu'on va s'arrêter lorsque ceci va être égal à 1. D'accord? Donc ça va être plus clair. Ok. Donc, je vous laisse terminer, donc peut-être tout à l'heure, juste avant de prendre votre déjeuner. Mais donc, le temps, il est quadratique. Donc, la question qui se pose, donc on a trouvé un temps quadratique. Est-ce qu'on a gagné quelque chose en utilisant cette méthode? J'ai de bonnes réponses. Est-ce qu'on a gagné quelque chose? Je vais donner la parole à Mehdi Moujani. Pourquoi est-ce que tu dis qu'on n'a rien gagné? Parce que
monsieur, la multiplication avait le même ordre. Donc, en utilisant cette méthode, on n'a rien gagné. Exact, parce que la multiplication classique, de toute façon, était quadratique. D'accord? Donc la multiplication classique est quadratique. Donc nous avons décomposé, on a fait des choses, etc. Mais finalement, on a trouvé que c'est aussi quadratique. Donc on n'a rien gagné. Donc est-ce que cette technique apporte quelque chose à ce problème? Je répète ma question. Est-ce que cet algorithme, donc mult A, est plus efficace que la multiplication classique? Donc je vois des non. Il n'est pas plus efficace parce qu'il a la même complexité que la multiplication classique. Maintenant, est-ce que la technique diviser pour régner sera du même ordre que la multiplication classique? Donc ça demande réflexion. Donc, on va essayer de trouver un autre algorithme basé sur cette technique. Donc, et en fait, ce qu'on va voir vendredi, on va voir que la technique diviser pour régner peut nous permettre d'avoir un algorithme plus efficace que le quadratique. Dans la mesure, c'est n à la puissance 1,59. OK? Donc, vous pouvez chercher et donc on va essayer de le montrer vendredi prochain. Est-ce qu'il y a des questions? OK. Pas de questions? Donc, la semaine, vendredi, vous allez avoir donc le TP et je vais vous donner un quiz qui sera noté. Un quiz peut-être de 10 minutes. OK? Donc, préparez-vous à un quiz vendredi prochain. C'est bon? Donc, c'est terminé. Vous pouvez partir. Je vais juste arrêter.